Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Débat. Chaque jour en Côte d'Ivoire, la route continue de coûter des vies. Accidents mortels, blessés graves, familles endeuillées. Malgré les campagnes de sensibilisation et les dispositifs mis en place, l'insécurité routière demeure une préoccupation majeure. L'année 2025 s'est achevée avec son lot de chiffres et de constats. Les mesures actuelles sont-elles efficaces ? Les comportements ont-ils évolué? Que faut-il renforcer ou corriger pour réduire durablement les accidents? Merci à vous, merci d'être là. Notre thème de ce jour est donc sécurité routière. Quelles dispositions pour réduire les accidents? Et pour traiter de la question, nous avons invité Monsieur Étienne Kouakou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Office de sécurité routière OSER. Tout à fait. Nous avons également invité Monsieur Ousmane Bamba. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président de la Fédération des acteurs de la livraison de Côte d'Ivoire. Oui. Merci à vous d'être là. Merci à vous. Monsieur Ibrahim Diaby, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Merci d'être là. Merci. Et puis d'un moment à l'autre, notre quatrième invité va nous rejoindre, Monsieur Marius Komwe, président d'association de consommateurs CNOC. Alors, nous allons, comme à l'accoutumée, commencer par un élément de reportage. Alors, il est important de vous préciser que les âmes sensibles, il va falloir s'abstenir. Nous parlons d'accidents de la route. Nous avons choisi de vous montrer la réalité de la situation. Donc, si vous êtes sensible, veuillez vous abstenir. Et c'est un reportage qui est donc signé Davis Soyo. On parle de bilan, comptabilité des accidents. Qu'est-ce qui se dégage? Les accidents de la circulation sont très fréquents sur les routes ivoiriennes. Incivisme, intolérance, indiscipline, non-respect, voire méconnaissance du code de la route, autant d'attitudes fâcheuses qui endeuillent de nombreuses familles. En 2025, année d'intense trafic routier, les chiffres sont alarmants. Du 1er janvier au 30 novembre 2025, la Côte d'Ivoire a enregistré 14 874 accidents de la route, 1203 tués et 21 759 blessés. Des chiffres diffusés par l'Office de sécurité routière, OSER. Ces statistiques donnent froid dans le dos et interpellent les pouvoirs publics. Comment cela est-il possible malgré les actions du gouvernement? Quelle pourrait être l'alternative pour freiner les accidents de la circulation sur les routes ivoiriennes? Nous sommes de retour en studio. Les images sont très poignantes. Nous vous avions prévenu. Alors, notre premier tour de table, vos réactions à chaud, monsieur le directeur de l'OSER? C'est toujours triste de voir des accidents se produire, des pertes en vies humaines, des blessés. C'est vraiment très triste. C'est pourquoi le président et le ministre des Travaux et des Transports, le gouvernement, a mis en place une stratégie pour que, à l'horizon 2030, nous puissions faire diminuer les accidents sur nos routes. Ça coûte énormément cher à l'État de Côte d'Ivoire, ça coûte cher aux familles qui sont endeuillées, ça coûte cher de façon générale à toute la société ivoirienne. Très bien. Alors, nous allons bien évidemment revenir sur donc, cette stratégie, peut-être à mi-chemin, on va dire, nous faire un peu le point. Tout à fait, à mi-chemin. C'est cela. Oui. D'accord. Monsieur Bamba, Oui. première réaction après ces images? Oui, c'est vraiment déplorable, comme l'a dit monsieur le directeur. Voilà, c'est déplorable et nous comptons, en tout cas, nous faisons mains et pieds pour pouvoir vraiment stopper ce fléau-là dans notre secteur d'activité aujourd'hui et sur l'ensemble du territoire et dans le secteur du transport aussi. D'accord. Okay. Monsieur Diaby, alors, au Conseil du patronat des entreprises de transport routier, ce sont des images qui vous interpellent forcément? Oui, ce sont des images qui nous interpellent dans la mesure où le caractère atroce de ces accidents font que la question de la lutte contre l'incivisme et l'insécurité sur les routes devient une priorité, je dirais, nationale. Et c'est pour cela que, en plus des actions menées par le gouvernement via le ministère des Transports, les transporteurs eux-mêmes, via leur cadre de concertation, s'approprient toutes ces actions qui visent donc à lutter non seulement contre les civismes, mais aussi et surtout à préserver les vies sur nos routes. D'accord. Alors, OSER, Office de sécurité routière, vos prérogatives, s'il vous plaît. C'est d'abord que ces chiffres baissent.
Ça veut donc dire qu'il faut mettre l'accent sur tout ce qui peut toucher aux usagers, à savoir leur formation, toucher à leur rappeler les règles de conduite à travers donc des actions de sensibilisation. Et nous en faisons depuis bientôt 3 ans et à la Semaine nationale de sécurité routière qui se déroule du 3 au 10. Nous sommes déjà en pleine semaine au moment où nous sommes là. Et donc, il y a des actions que nous entreprenons dans l'intention de faire baisser ces chiffres que malheureusement nous constatons aujourd'hui. D'accord. Alors, avant de parler des actions à mener, on est toujours dans le constat. Alors, vous avez dit que les chiffres baissent. En comparaison avec les chiffres des 2-3 dernières années, il y a une baisse dans quelle proportion, par exemple? Alors, il faut relativiser. Parce que les chiffres, nous avons comme repère 2021, qui est pour nous le lancement de la stratégie nationale de sécurité routière, qui définit des actions qui sont censées nous amener à réduire de 25% les chiffres qui étaient en 2021 à 2025 où nous sommes. Je dis qu'il faut relativiser parce qu'en termes du nombre d'accidents, accidents corporels qui se produisent, nous connaissons à ce jour une légère hausse par rapport donc à l'année de référence qui est 2021. En revanche, par rapport au nombre de tués, nous constatons une baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de respect des règles de circulation, mais que les conséquences des accidents ou alors la prise en charge des victimes des accidents connaissent une amélioration. Donc, ça veut donc dire qu'il y a, à travers donc, la stratégie nationale de sécurité routière, une amélioration des conditions, mais il y a des efforts à faire. Et ce premier plan quinquennal, parce que la stratégie se situe jusqu'à 2030, et le gouvernement ivoirien l'a expressément divisé en 2 plans. Un premier plan quinquennal qui nous permet, à terme, de faire des corrections et d'améliorer le dispositif qui était en place. Et je crois que nous y sommes et je pense que c'est bien parti pour que nous puissions atteindre à l'horizon 2030 les objectifs. On va en parler en détail. Monsieur Diaby, quels sont le type d'accidents les plus fréquemment constatés? Alors, les accidents les plus fréquemment constatés en ce qui nous concerne, transport public de personnes et de marchandises, sont des accidents qui surviennent souvent à cause certainement des mauvais stationnements de véhicules. On peut avoir des stationnements de véhicules qui ne sont pas bien faits et qui sont souvent mal signalés et qui peuvent entraîner des accidents de la circulation. Ensuite, on peut avoir des accidents dus au comportement des conducteurs. Vous savez que très souvent, il y a des conducteurs qui, en travaillant, s'adonnent à certains comportements qui ne sont pas recommandés du tout. Soit il va boire de l'alcool, soit il va avoir un comportement comme téléphoner au volant, comme rouler sans ceinture de sécurité. Ce sont des comportements qui, très souvent, provoquent des accidents de la circulation. Et ça, les campagnes qui sont menées en ce moment et depuis quelques années visent donc à faire en sorte que la question du civisme routier habite tout un chacun, y compris le conducteur, y compris le propriétaire de véhicule. Le propriétaire de véhicule parce qu'il est tenu de mettre sur les routes des véhicules en bon état, qui respectent les dispositions réglementaires, mécaniques, électroniques et environnementales. Au niveau des conducteurs, respecter au moins le code de la route et faire en sorte que la question du déplacement des populations se fasse en toute sérénité. Donc, en clair, pour répondre à votre question, les accidents de la route sont dus souvent non seulement au non-respect du code de la route, mais très souvent au stationnement et puis de plus en plus aux accrochages avec le 2 roues, qui devient aujourd'hui un nouveau phénomène d'accident de la route. D'accord, raison pour laquelle vous êtes sur notre plateau, nouveau phénomène d'accident de la route. Nous parlons donc du secteur de la livraison ou bien des déplacements. Donc on parle beaucoup de e-commerce également. Alors, selon vous, est-ce que vous êtes beaucoup plus exposé, M. Bamba? Oui, nous sommes beaucoup plus exposés. C'est pourquoi nous, à notre niveau, au niveau de la fédération, nous essayons mains et pieds pour pouvoir sensibiliser nos différents membres. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a été constaté sur nos routes, voilà, les accidents les plus vulnérables et les accidents les plus causés sont causés par les motards, les motocyclistes et tout. Donc nous, à notre niveau, au niveau de notre secteur d'activité, en tant que fêtière nationale, fédération représentative du secteur de la livraison, notre rôle
est de sensibiliser aujourd'hui ces acteurs-là. Et nous avons déjà commencé même avec l'Office de la sécurité routière, où nous sommes en train de sensibiliser tous les acteurs de ce secteur-là au civisme. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit M. Diaby, nous sommes vulnérables. Nous sommes comment je peux dire ça, les éléments les plus touchés dans les accidents de la route aujourd'hui. Donc ensemble, on essaie de voir avec les différents membres de la fêtière, ensemble, essayer de voir comment, à notre niveau, essayer de mener encore plus d'actions de sensibilisation à ce niveau-là pour pouvoir freiner un tant soit peu aujourd'hui ces accidents. Est-ce que vous avez des chiffres qui impliquent... Des chiffres. Bon, je peux dire que pour cette année, les chiffres sont bons. Les chiffres sont bons pour cette année parce que par rapport à l'année passée, le nombre d'accidents graves qui ont causé la mort de certains livreurs aujourd'hui est à réduction aujourd'hui. De l'année passée, nous étions à plus de 100. Aujourd'hui, nous sommes à 20. Pas plus de 20 livreurs qui ont été tués aujourd'hui. Ce n'est pas une fierté pour nous. Parce que un mort, c'est toujours un mort de trop. C'est un mort de trop, voilà. Ce n'est pas une fierté aujourd'hui. Mais nous, tout ce que nous pouvons faire, nous sommes en train de travailler sur ce volet-là pour pouvoir mieux sensibiliser nos acteurs. Et avec le concours de l'Office de sécurité routière, cette année, nous allons encore mener plus d'actions dans ce sens-là pour pouvoir toucher encore plus nos membres. D'accord. Pour l'instant, nous sommes au stade de constat, mais après, nous allons chercher à comprendre pourquoi cette surexposition et tout, et puis ensuite chercher à comprendre également les solutions qui s'offrent. Alors, est-ce qu'il y a des zones particulièrement accidentogènes? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même, par rapport aux livreurs, pour dire que de façon générale, nous parlons des 2 roues et 3 roues. Les livreurs, de par leur activité économique, s'offrent beaucoup plus au danger parce qu'ils sont appelés à être constamment. Mais de façon générale, les 2 roues et les piétons que nous appelons les usagers vulnérables représentent près de 40% de nos tués. Voilà. Ils constituent donc un maillon le plus vulnérable et il faut les protéger. Nous avons un plan pour cela et c'est pourquoi justement avec eux, nous essayons de les accompagner dans la formation, dans la sensibilisation et surtout dans l'acquisition des casques. Nous leur conseillons cela et je pense qu'avec la fédération de M. Bamba, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. C'est pourquoi tout à l'heure, il a parlé de la chute de ce nombre de tués. Et donc, pour revenir à votre question, oui, les zones les plus accidentogènes. Oui. Alors, vous avez en interurbain, ce qu'on appelle en race campagne, 4 axes qui avaient été identifiés depuis le 2021 comme étant les axes les plus accidentogènes. Vous avez Abidjan-Noé, vous avez Abidjan-Wangolo, passant par Bouaké, vous avez Abidjan à Bangourou-Bondoukou, et puis Yamoussoukro, Daloa-Ma. Oui. Alors, ces zones ont fait l'objet d'une attention particulière pendant la mise en œuvre de ce quinquennat de stratégie. Nous sentons qu'il y a une évolution, il y a une bonne évolution sur l'ensemble du réseau routier, du fait déjà qu'il y ait un dispositif de surveillance qui est mis en place. Donc ça amène les conducteurs à être beaucoup plus regardants et beaucoup plus respectueux du code de la route, mais du fait aussi que nous sommes constamment sur ces axes pour faire de la sensibilisation. Avec nos partenaires des forces de sécurité et de défense, notamment le groupement de sécurisation routière, la direction de la police nationale et la police spéciale de sécurité routière. Il y a Abidjan, en zone urbaine, qui constitue pour lui seul, Abidjan, le grand Abidjan, 85% des accidents qui surviennent. Évidemment, ça se comprend du fait de la forte concentration du parc auto ici, de la forte concentration de la population et du grand nombre de véhicules à 2 roues, malheureusement, que nous constatons dans la capitale économique. Donc, les axes accidentogènes en race campagne, la ville d'Abidjan en zone urbaine, voici les fortes concentrations des accidents qui surviennent. D'accord. Monsieur Diaby, est-ce que vous pensez que la pression économique pourrait également, au-delà des facteurs qu'il a évoqués, que vous avez tous évoqués là, la pression économique pourrait jouer un rôle capital? Oui et non. Oui, parce que la pression économique due certainement aux charges liées à l'exploitation d'une entreprise de transport aujourd'hui font qu'on est souvent, je peux dire, sur les nerfs la plupart du temps. Mais non, parce que l'environnement dans lequel les entreprises de transport et les transporteurs travaillent aujourd'hui
peuvent favoriser d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas dire les actions de la circulation, mais peuvent avoir un impact sur le comportement de ceux qui utilisent les véhicules. Moi, je vais vous dire, madame, quand vous prenez une agglomération comme Abidjan, Oui. ou d'un point A à un point B, je prends un minicar qui part de Yopougon à Djamé, vous allez voir que le minicar, il embarque les populations sur la chaussée, et arrivé à Djamé, il va débarquer les populations sur la chaussée. Ce qui veut dire en clair qu'il n'y a pas de point d'embarquement à Yopougon, il n'y a pas de point de débarquement à Djamé. Et vous allez constater que dans toutes les communes, à part peut-être Koumassi, il n'y a ni de point d'embarquement, ni de point de débarquement dans les communes, et même entre les communes. Ce qui fait que ce stress-là, ce désordre qui ne dit pas son nom, impacte le comportement du jeune qui conduit ce véhicule-là. C'est pour ça qu'il est devenu important aujourd'hui que la question de la construction des infrastructures, pour que les opérateurs puissent travailler dans un environnement qui convient à ce travail-là, pour que cela puisse impacter un tant soit peu leur mental, leur moral, pour qu'ils puissent transporter les populations, ce plan d'action-là aujourd'hui est devenu un impératif. Aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Aucun chef-lieu de département aujourd'hui n'est doté d'une gare routière digne de ce nom. Aucun chef-lieu de département n'a de gare routière. Tout se fait de façon artisanale, de façon, je peux dire, un peu désorganisée. Et cela peut impacter le comportement de nos conducteurs. Alors, c'est pour vous dire que pression économique, d'accord, mais pression environnementale, extrêmement important. C'est pour cela que nous sommes heureux de voir que les plans d'action qui sont prévus dans les projets de société du président de la République prennent en compte un certain nombre de ces préoccupations-là, notamment la construction des infrastructures. Et on va en parler un peu plus tard, mais déjà, on est à l'étape donc du constat. Monsieur Bamba, est-ce que l'âge des livreurs n'est pas également très impactant dans le nombre d'accidents? Parce que à ce que l'on observe, ils sont très, très, très jeunes, les livreurs. Bon, l'âge, je ne veux pas dire que l'âge impacte parce que ce n'est pas seulement que les jeunes qui font des accidents aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas dire que l'âge impacte, mais aussi ça a son lieu aussi de conséquences aussi. Sinon, l'âge n'impacte pas. Voilà, la responsabilité, moi je me dis aujourd'hui, ce n'est pas l'âge qui fait la responsabilité aujourd'hui. On peut être moins jeune et être très responsable aujourd'hui. Donc je me dis que c'est d'abord un comportement personnel. D'abord, avant de sortir même de la maison, et à la suite de là, maintenant, voir comment régler ces différents problèmes-là à ce niveau-là, en fait. D'accord. Voilà. Alors, il y avait, nous avons tous eu écho de cette décision du district d'Abidjan, qui émanait donc du Conseil des ministres concernant l'interdiction de circulation des engins à 2 et 3 roues. Alors vous, en ce qui concerne les fédérations pour encadrer tout ce qui concerne la livraison, comment vous l'avez vécu? Et qu'est-ce que vous avez pu faire? Bon, comment on l'a vécu comme tout le monde. Hein. Voilà, on était surpris de cette décision parce que je me dis qu'au préalable, il y a un secteur d'activité qui est vraiment en train d'être structuré aujourd'hui, c'est-à-dire le secteur de la livraison. Nous sommes en train de faire main et pieds comme on peut pour pouvoir structurer ce secteur-là aujourd'hui. Donc je me dis qu'au préalable, comme je dis, nous avons été surpris parce qu'en temps normal, pour ces genres de décisions qui doivent impacter le secteur, je me dis que ce genre de décision préalable devait être constructive, nous devons être consultés, mais ça n'a pas été fait. Nous avons pris ça comme ça, mais après, dans la même veine, nous avons essayé plus ou moins de pouvoir atteindre qui de droit, c'est-à-dire les autorités compétentes qui ont appliqué cette décision, voir comment leur expliquer l'impact que ça allait apporter ou ça allait causer si jamais cette décision était appliquée. Donc, ils ont compris un peu cette mesure-là et cette mesure a été suspendue. C'est vrai que cette mesure a été suspendue, mais ça nous appelle à la responsabilité citoyenne. Oui. Voilà, parce que ce communiqué a été fait en fonction de quelque chose. C'est-à-dire, c'est parce qu'aujourd'hui, le constat a été fait qu'aujourd'hui, les motocyclistes sur ces grandes voies-là, il y avait beaucoup de tués. Donc, comme je dis, responsabilité citoyenne à nous, notre niveau en tant que fêtiers. Notre rôle, c'est de pouvoir s'organiser comme il se doit pour qu'on puisse éviter ces genres de problèmes aujourd'hui et se responsabiliser nous-mêmes et à la suite de là, voir comment on peut essayer de la suite. Alors, Monsieur Étienne Kouakou, le volet en ce qui concerne le secteur de la livraison, vous l'avez expliqué tout à l'heure, le pourcentage est considérable. Alors,
les décisions ont été pour l'instant suspendues, mais vous avez pris des mesures conservatoires également? Parce que nous constatons que les livreurs circulent. Mais comment les protéger à ce stade? Alors, je voudrais déjà revenir sur la question de l'âge des livreurs pour dire que nos textes prévoient que pour conduire une moto sur la voie publique, il faut avoir au moins 16 ans. Et donc ça, c'est le minimum. Oui. Sinon 18 ans et plus. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des personnes moins âgées, en dessous de 16 ans, qui soient sur la voie publique en train de conduire des véhicules. Et ça, il faudrait que, déjà au niveau des livreurs, que ce tri soit fait. Comme nous sommes ensemble, nous allons leur rappeler. Et que ceux qui effectuent effectivement cette activité aient le permis de conduire. C'est très important. Alors, ceci dit, la décision qui a été prise l'a été sans qu'il y ait une association directe, une participation directe du ministère des Transports. Et cela, bien que ce soit dans le cadre d'une politique générale de la circulation des engins à 2 et 3 roues dans le Grand Abidjan. Et nous disons que lorsqu'il est question de prendre de telles décisions, il y a au départ une sensibilisation qui est faite, une communication qui est faite. Oui. Il y a une implantation de panneaux de signalisation qui s'est fait pour orienter les usagers et que c'est tout cela qui précède la mise en œuvre effective de la décision. Ceci dit, les restrictions sur des voies n'est pas une chose nouvelle. Hein. Quelquefois, on le fait parce qu'un véhicule peut être encombrant dans une zone. On interdit, donc souvent vous les avez interdits aux véhicules de transport de marchandises, ceci, cela. Donc, la restriction peut se faire à tous les niveaux pour tous les véhicules si on se rend compte qu'il y a un danger, il y a la sécurité des individus qui est mise en danger. Et donc, je pense que, évidemment, en mettant tout ce qu'il faut comme démarche et comme sensibilisation, c'est des choses qui, à l'avenir, ne vont pas choquer, mais qui vont connaître l'adhésion des uns et des autres parce qu'en priorité, c'est la sécurité des usagers. Alors, à ce stade, nous n'en avons pas encore parlé, mais il y a la vétusté du matériel roulant. Et pour ce faire, nous avons un élément. Et cet élément est signé de M. Khalil Diomandé. Un volant abîmé, un tableau de bord détérioré, des rétroviseurs maintenus au scotch, des phares endommagés. À la gare d'Adjamé-Liberté, de nombreux minicars, communément appelés Gbaka, continuent de circuler malgré leur état de vétusté. Conducteurs et apprentis sont bien conscients des risques encourus. Souvent, mais il y a problème de frein, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Nous, on sait que c'est la vie des gens aussi. Quand on transporte, on doit penser à eux. Souvent, on veut aller au garage, mais comme on n'a pas de moyens... Depuis l'État a annoncé que non, les voitures moins de 5 ans ne rentrent plus. Donc, ça fait que non, les vieilles voitures qui sont au garage, ou soit qui sont garées dans les quartiers, les gars sont obligés, genre, de les réveiller non, pour les mettre en circulation. Il y a 5 mois, cette vidéo avait choqué les internautes. Un chauffeur de Gbaka utilisant un fil de fortune comme pédale d'accélération. Un fait insolite qui n'aura finalement produit qu'un simple buzz. Aujourd'hui encore, les passagers de ces véhicules vétustes en voient de toutes les couleurs. Quand il pleut, souvent il y a des difficultés par rapport à tout ça. La pluie rentre dans la voiture et vraiment, on se sent gêné par rapport à tous ces aspects. Souvent aussi quand on monte dans les bars, il y a un problème de fauteuil pour s'asseoir dedans. Souvent les fauteuils déchirent les habits. Donc, À la gare de taxi de Cocody Blocos, le tableau est similaire. Sièges déchirés, volant en ruine, rétroviseurs dégradés. Ici, le bricolage est roi, au grand désarroi des usagers. Vraiment, ça fait peur. Dès que tu montes, même, tu vois même les sièges, il y a un manque d'hygiène. À la limite, je dirais que c'est des tombeaux ambulants. Depuis plusieurs mois, ce chauffeur transporte ses clients avec un levier de vitesse endommagé. Pour lui, ce n'est rien d'alarmant. Le plus important, c'est d'arriver à destination. Vu que la voiture avance, ça recule, il n'y a pas de problème. On doit arranger, mais ce n'est pas vraiment trop urgent. Tant que ça n'est pas là, on ne doit pas rouler, non. Les véhicules de moins de 5 ans ne rentrent plus. Donc forcément, ça agit sur le coût
des prix des véhicules en Côte d'Ivoire ici. Ce qui fait qu'on est obligé de faire avec les vieilles voitures en attendant. Pourtant, la réglementation est claire. Le gouvernement doit prendre toutes les voitures qui ne sont pas en mesure de transporter les usagers, parce que la vie des personnes compte. Donc quand on voit une voiture qui n'est pas dans les règles, fourrière. En tant que consommateur, c'est pas toujours agréable d'être dans ce genre de véhicule-là, parce que parfois, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Il faut quand même réglementer ça. Il y a des véhicules qui doivent quand même respecter une certaine norme. Chaque véhicule de transport doit passer la visite technique tous les 6 mois. Alors, comment ces engins défaillants parviennent-ils encore à circuler? Nous avons posé la question au directeur des transports terrestres. Malheureusement, on constate en circulation sur les voies publiques des véhicules qui visiblement ne devraient pas disposer de visites techniques. Mais toujours est-il que sur le terrain, au regard des informations que nous avons, beaucoup de conducteurs essaient d'échapper au contrôle routier. Certains, avec certaines complicités, ça, il faut le dire, il y a des sites de visite technique que nous allons fermer. Donc, si ça se trouve que des véhicules ont pu obtenir des visites techniques sans que le véhicule ne soit présenté ou malgré les défaillances de ce véhicule-là, si l'opérateur a délivré des certificats de visite technique, l'opérateur peut être sanctionné. Au-delà du risque sécuritaire, ces véhicules vétustes amplifient aussi la pollution de l'air, dégradant un peu plus la qualité de l'atmosphère dans la capitale économique ivoirienne. Monsieur Marius Kemoué nous a rejoint. Vous êtes président du CNOXI, qui est donc le Conseil national des organisations de consommateurs. Exact. Merci à vous de nous avoir rejoints et bienvenue. C'est plutôt moi, merci. Je vous en prie. Alors, je vous demande en premier votre réaction après cet élément de reportage. C'est alarmant. J'allais dire que, au regard même des propos tenus par monsieur le directeur général des transports terrestres et de la circulation, c'est dit qu'il y a urgence. L'urgence apparaît au plus pressé et à veiller à ce que nos routes soient exclusivement, et ça j'appuie bien sur le mot avec rang E, oui, exclusivement habilitées à recevoir que des véhicules qui répondent aux normes. Et pour nous, un véhicule qui répond aux normes, c'est bien un véhicule qui a passé avec succès la visite technique dans les règles de l'art et qui est à jour de toutes les pièces afférentes au véhicule. Auquel cas, comme quelqu'un l'a dit dans l'élément, un usager l'a dit, c'est un tombeau roulant. Et ces tombeaux roulants nous causent beaucoup de désagréments et à nous-mêmes en tant qu'usagers, mais également à nos familles avec leurs nombreux morts. Monsieur Djabi, je vous donne la parole par rapport à réagir à cela. Et puis dès l'instant où vous êtes un acteur clé du secteur, alors dites-nous comment c'est possible que l'on ait ce genre de tombeau ouvert. Merci. Alors, il faut dire que la question de l'état des véhicules en Côte d'Ivoire n'est pas une question d'actualité. Ça remonte un peu plus loin. Je vais vous dire, jusqu'à ce que le gouvernement ivoirien prenne des décisions en 1995, je crois, pour favoriser l'importation des véhicules du France-Revoix, les transporteurs routiers ivoiriens roulaient avec des véhicules neufs, 0 km. Nous n'avions pas aucun transporteur n'allait acheter de véhicules anciens. En 1995, donc des décisions ont été prises pour ouvrir l'espace ivoirien aux véhicules vétustes, enfin les véhicules déjà utilisés de l'extérieur. Commence alors la venue des France-Revoix. Ce qui a fait qu'on quitte donc l'acquisition des véhicules neufs et on bascule dans l'utilisation des véhicules qui sont déjà anciens. Oui. Récemment, je crois dans les années 2020, une autre décision a été prise après avoir constaté que ces véhicules France-Revoix causaient beaucoup de problèmes. Une autre décision a été prise pour donc freiner l'importation de ces véhicules usagés et limiter l'âge des voitures, des taxis à 5 ans, des minicars à 7 ans, des cars à 10 ans et des camions à 10 ans. Ce qui veut dire qu'au-delà de ces âges-là, vous ne pouvez plus acheter des véhicules de ce genre. En même temps, le gouvernement a pris une autre décision comme mesure d'accompagnement forte
c'est-à-dire à travers un décret, pour dire qu'un grand plan de renouvellement du parc va être instauré en Côte d'Ivoire. Et le ministre des Transports, à l'époque, avec qui nous avons travaillé, a mis en place un plan de renouvellement du parc qui donc prévoyait 10 000 véhicules par an à raison de 50 000 véhicules chaque 5 ans. Mais de ce jour à aujourd'hui, on n'a pas atteint la barre des 1000 véhicules ou même des 1200 véhicules. Alors, ce déficit de mise en œuvre du programme d'action impacte aujourd'hui l'âge des véhicules que nous avons sur les routes. Quand vous bloquez le système pour dire que les anciens véhicules ne rentrent plus, les mesures d'accompagnement qui sont prises par décret n'ont pas été donc appliquées. C'est pour cela qu'il est devenu important aujourd'hui que le gouvernement et le président de la République lui-même se saisissent de ce dossier pour voir ce qu'il faut faire pour qu'au niveau donc, de la lutte contre le parc vieillissant, une disposition exceptionnelle soit prise pour permettre aujourd'hui au ministère des Transports de poursuivre, de mettre en puissance donc, cette politique de renouvellement du parc qui pourra, ou de rajeunissement du parc qui pourra à terme permettre à nos populations aujourd'hui de voyager en toute sérénité. Je voulais rappeler que cela a déjà commencé. Parce qu'au niveau des transporteurs, vous allez voir que les compartiments de transport que nous avons sont connus de tous. Nous avons le transport urbain avec les taxis, l'interurbain avec les cars, les mini-cars et les camions. Quand vous allez arriver au niveau de l'interurbain, de l'international avec les cars, vous allez voir aujourd'hui qu'on a complètement changé le dispositif. Aucune entreprise de transport routier en Côte d'Ivoire ne se dote d'autocars de deuxième main. Tout est 0 km aujourd'hui. Ça veut dire qu'au niveau des autocars, on peut dire que la mention, elle est bonne. Au niveau des mini-cars et au niveau des taxis, comme on le dit, c'est là se situe le grand problème aujourd'hui. Donc il faut que, je ne parle pas de plan Marshall, mais une grosse disposition soit prise pour permettre de faciliter l'accès au crédit automobile pour qu'on puisse véritablement changer le dispositif que nous avons aujourd'hui. C'est très important. Merci. Alors, monsieur le directeur Kouakou, alors, dans vos missions, prérogatives, vous aviez parlé de contrôle, formation. Oui, formation. D'accord. Formation, prévention, études. Études également. D'accord. Donc, ça veut dire que vous, c'est juste le constat par rapport à la vétusté du matériel? Avec des propositions, parce que quand nous constatons, puisque nous sommes consommateurs, pour parler comme le président, nous constatons et nous disons, voilà quelque chose qui est constaté et voilà des propositions pour y remédier. En ce qui concerne l'état du parc, qui est vieillissant, M. Diaby l'a expliqué, l'entrée des véhicules d'occasion depuis 1995 qui sont restés et puis qui aujourd'hui sont là, malgré le vieillage qu'ils avaient quand ils entraient. Et aujourd'hui, ils sont là, ça veut donc dire qu'ils ont beaucoup plus vieilli qu'ils ne l'étaient, par rapport donc aux véhicules neufs. Mais depuis un certain temps, avec donc la prise du décret sur l'interdiction de l'importation des véhicules d'occasion au-delà de 5 ans, il y a une amélioration. Aujourd'hui, on compte une remontée des véhicules neufs dans notre parc. Et je salue là les sociétés de transport par car de grande capacité. Nous avons une séance de travail avec eux en 2024 et nous avons félicité les efforts qui étaient faits à leur niveau pour améliorer leur parc. Aujourd'hui, quand vous suivez bien l'évolution de notre accidentologie, ce type de véhicules, c'est-à-dire les sociétés de transport de cars de grande capacité, sont notre fierté. Moins impliqués dans les accidents, peut-être beaucoup plus conscients parce que leur matériel, leur engin coûte très cher, mais en tout cas moins impliqués, beaucoup plus disciplinés, disposant en leur sein des cellules de sécurité routière. Vraiment, c'est une satisfaction et nous encourageons ces structures-là à aller dans ce sens. Concernant le problème réel de ce que nous constatons sur le terrain, pour défaut de visite technique, pour beaucoup, parce qu'ils ne l'ont pas, ils circulent sans aucun document. Et pour ceux qui l'ont, comme l'a dit peut-être le DG, par complaisance ou même par tricherie, parce que quelquefois ils n'y vont pas, ils ont des officines où ils fabriquent ces documents qui en réalité sont des faux. Et donc il faut un travail à la base. Mais à côté de tout cela, il y a ce que nous avons appelé la commission spéciale itinérante, qui permet, même quand on a tous les documents en sa possession, de pouvoir immobiliser un véhicule parce que de visu, on constate qu'il est en très mauvais état et qu'il est capable de faire des accidents. Donc il y a tout ce dispositif-là qu'il faut
remettre d'aplomb pour que, ensemble... Bon, je termine pour dire que tout policier qui fait un contrôle, tout agent de l'ordre qui fait un contrôle, a cette capacité d'immobiliser un véhicule parce qu'il le trouve en état défectueux et menaçant pour la sécurité des usagers. Ça, c'est dans leur droit. Merci. Voilà, sous le couvert d'un officier de police judiciaire. D'accord. Alors, M. Bamba, vous, qu'est-ce que vous vivez en ce qui concerne le secteur donc, de la livraison avec 2 roues, 3 roues? Est-ce que vous avez facilement accès aux documents ou bien est-ce qu'il y a beaucoup d'indiscipline dans vos rangs ou bien est-ce que les procédures administratives sont des fois extrêmement difficiles? Bon, au niveau des documents administratifs dans notre secteur aujourd'hui, il y a 2 ans de cela, c'était un peu compliqué de pouvoir trouver, pour pouvoir faire ces documents au niveau de la préfecture de police. Nous avons mené des actions au niveau de la préfecture de police où, grâce à nous aujourd'hui, il y a eu un guichet au niveau de la préfecture de police où les motocyclistes vont faire les différentes documentations et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un autre problème. On nous a traqués pour pouvoir nous mettre dans les normes, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème d'immatriculation. Nous avons entamé toutes les démarches administratives qu'il faut. Et jusque-là, il y a certains parmi nous, ça fait plus de 6 mois même, qui n'ont pas encore reçu les plaques d'immatriculation. Et cela cause un problème au niveau du contrôle routier, au niveau de la police. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sans la plaque d'immatriculation, voilà, ce qui n'est pas de notre faute. Nous avons même posé le problème au ministère du Transport, qui, à leur niveau, ont ce problème-là. Ils nous ont dit que très bientôt, ce problème sera résolu. Mais notre problème sur le terrain, ce sont les forces de l'ordre qui, malgré toute la documentation, mais avec l'absence de la plaque d'immatriculation, on a intercepté, on a arrêté et souvent même on est obligé de pouvoir soudoyer pour pouvoir partir. D'accord. Alors, donc, ça, c'est un problème Marius Komoué, quelles sont les informations qui remontent? Et puis j'aimerais que l'on puisse également parler de camions, de gros camions, de dangers sur les routes. Et puis surtout, qu'est-ce que les associations de consommateurs font pour aider les populations vulnérables? Alors, pour parler donc des informations que nous disposons au niveau donc de la circulation des véhicules, mais également des biens, pour ne pas dire des biens et des personnes, il faut tout simplement dire qu'aujourd'hui, nos routes ne sont plus, comme par le passé, aussi accidentogènes. Il y a eu une nette amélioration, il faut le souligner, contrairement au passé, et tout le monde peut l'attester aisément, dans la mesure où, par le passé, il ne se passait même pas une seule semaine où on ne nous annonçait pas la chute d'un car qui a déversé tout son contenu, y compris les usagers qui y étaient, et engendrant des multitudes de morts. De plus en plus, on l'entend un peu rarement, mais toujours est-il qu'il y a des accidents qui sont quand même recensés. Au-delà de cet aspect des choses, il y a aussi la question donc, des 2 et des 3 roues, qui aujourd'hui constituent pour nous, usagers, ou même, j'allais dire même, organisation de la société civile dans notre ensemble, une préoccupation majeure. Les 2 et 3 roues constituent véritablement, et ça je le dis en pesant mes mots, un véritable danger pour la sécurité des usagers ivoiriens sur l'ensemble du territoire national. Savez-vous qu'aujourd'hui, et je peux le dire sous le contrôle de M. le directeur général Kouakou, aujourd'hui, au niveau des accidents corporels, eh bien, les 2 et 3 roues sont impliqués à 23%. On était même monté jusqu'à 40%. On parle aujourd'hui... Oui, ben voilà. Et puis, pour des personnes tuées sur nos routes, c'est 33%. Ils sont impliqués dans 33% des accidents où des personnes ont été tuées sur nos routes. Et puis enfin, il y a 25% de blessés. Ils sont impliqués dans des accidents où nous recensons plus de 25% de blessés. C'est énorme. Pour, j'allais dire, une corporation qui vient d'avoir le vent en poupe et qui essaie... Tout cela pour la simple raison que beaucoup parmi eux, le directeur général définissait tantôt les conditions exigées et exigibles en Côte d'Ivoire pour rouler un véhicule, que dis-je, un engin de 2 roues et un engin à 3 roues. Mais beaucoup parmi eux n'ont même pas le permis de conduire. Ils ne savent ni lire et écrire.
Et moi, ça me cause un véritable problème depuis des années. Dans toutes les rencontres que nous avons eu à échanger avec le ministère des Transports et ses démembrements, nous n'avons eu de cesse de relever cet état de fait. Mon aîné Diaby, qui est assis là avec moi pendant des années, je n'ai fait que relever cela en sa propre présence. Parce qu'on ne peut pas concevoir. Lui, Diaby, il est un intellectuel. Il est DG aujourd'hui parce qu'il est intellectuel. Non, le permis de conduire, c'est un document administratif. Mais comment on peut attribuer un document administratif à un illettré qui ne sait ni interpréter le code de la route, encore moins lire ce que signifie le code de la route? Parce qu'une chose est de connaître le code de la route qui sont des signes. Le code de la route, c'est d'abord des signes, des codes signalétiques. Mais au-delà du code signalétique, il faut pouvoir les interpréter. On les interprète en littérature française. Vous n'avez aucun niveau d'études. Et puis, vous avez le permis de conduire. Mais c'est un scandale. Et ces individus roulent des gros camions. Vous pouvez réagir rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on a passé à la partie suivante. Oui, sur la question, sur la question du niveau, vraiment au pas de course, on est déjà du niveau d'études, pour le dire comme ça, de ceux qui doivent passer le permis, il faut dire que les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous avons un dispositif qui permet quand même à des illettrés d'apprendre le code. Je dis d'apprendre parce qu'il faut y aller. Tout à fait. Ce que peut-être le président dit, c'est des gens qui n'y vont même pas du tout. Lorsque vous allez à l'auto-école, vous avez la possibilité, par le dispositif d'enseignement que nous avons aujourd'hui, d'apprendre et même de faire votre examen. Ça, on va le voir, le système n'est pas encore bien répandu sur l'ensemble du territoire. Il est en phase pilote. De faire l'examen dans une de nos langues. Les langues aujourd'hui retenues sont le baoulé, le bété et puis le malinké. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a des dispositions que l'État prend par rapport donc au On va les développer, c'est justement la partie suivante. Si vous pouvez réagir en 30 secondes, parce que nous devons aller à la partie. Ah oui, il faut dire que la question des conducteurs illettrés n'est pas en soi un frein ou n'est pas forcément un motif qui peut donc nous amener ou amener les gens à faire des accidents de la circulation. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous faites des comparaisons, vous allez vous rendre compte que c'est ceux qui sont illettrés, mais qui ont fait l'auto-école, qui sont beaucoup plus performants que ceux qui sont censés être lettrés, mais qui ne sont pas disciplinés. Alors donc, l'idée, c'est d'avoir aujourd'hui un monde de conducteurs routiers, en tout cas en ce qui nous concerne, d'autocars ou de camions ou de taxis, mais des gens qui ont fait l'auto-école, qui respectent le code de la route. La lutte que nous menons aujourd'hui, là, c'est la lutte contre l'incivisme. Et puis, la lutte contre la consommation de l'alcool, quelquefois la lutte contre la consommation de la drogue, ce sont les luttes que nous menons aujourd'hui. Et amener les uns et les autres à comprendre. Sinon, la question de caractère intellectuel ou non ne pèse pas dans la balance parce que depuis 1960, 75% de nos conducteurs ont été la plupart du temps des gens qui ne sont pas intellectuels, mais qui ont assuré le déplacement de nos populations et de nos biens. D'accord, donc c'est le moment pour nous de parler de dispositifs de sécurité routière. Ça englobe un peu tout ça. Alors, quels résultats sur les terrains? Donc, l'analyse des dispositifs innovants et leurs résultats concrets. Je vous le rappelle, nous sommes dans un sujet qui concerne les accidents de la circulation. Les images peuvent choquer, âmes sensibles, s'abstenir. Un reportage de David Soyo. Chaque année, le nombre de victimes des accidents de la route se compte par milliers en Côte d'Ivoire. Face à la recrudescence de ce fléau, plusieurs actions innovantes ont vu le jour. En juillet 2021, l'État a adopté la stratégie nationale de la sécurité routière. Elle vise à réduire de 25% les accidents de 2021 à 2025 et de 50% en 2030. La stratégie comporte plusieurs axes, entre autres formation des acteurs, campagne de sensibilisation ciblant particulièrement les jeunes conducteurs d'engins de 2 à 3 roues, opérationnalisation de la vidéo-verbalisation, déploiement du système de contrôle intelligent, permis à point, autonomisation de l'examen théorique du permis de conduire. Malgré cet arsenal de dispositifs innovants, le phénomène persiste. Nous sommes de retour en studio. La première question est pour M. Étienne Kouakou. Alors, dites-nous les dispositifs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils englobent? Alors, il faut les situer à 3 niveaux. Il y a les dispositifs donc, de formation des conducteurs ou des apprentis conducteurs, notamment à travers les auto-écoles. Il y a des dispositifs de sensibilisation. Et puis, nous avons des dispositifs de dissuasion et de répression.
Alors, au niveau des dissuasions et répressions, je vais commencer par la vidéo-verbalisation que tout le monde connaît, qui est un dispositif innovant qui nous permet d'être en surveillance du réseau routier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Abidjan? Sur les axes où c'est encore implanté. Vous avez les 4 axes accidentogènes dont j'ai parlé tantôt. D'accord, c'est là-bas que c'est spécialement. Ils connaissent. Et à Abidjan aussi. Je veux dire, il y a des caméras de surveillance du réseau routier à Abidjan et il y en a sur les axes interurbains que je viens d'énumérer qui permettent donc d'assurer ce contrôle routier en permanence. Et cette vidéo-verbalisation est à son pendant qui est le permis à point, puisque le permis à point s'appuie sur la vidéo-verbalisation pour être là. C'est des dispositifs qui sont dissuasifs parce que lorsque vous prenez une route et que vous savez qu'il y a une caméra à tout moment qui peut vous flasher, vous faites un peu attention. C'est là l'aspect dissuasif. Tout comme quand vous avez votre permis de conduire et que vous savez qu'en cas d'infraction, on va vous retirer votre point. Ça veut donc dire que votre permis est en train de vous échapper. Vous devenez beaucoup plus attentif. Mais répression, parce qu'effectivement, lorsque vous commettez l'infraction, il y a une amende qui vous est collée, il y a un retrait de points qui vous est fait. Donc nous avons ces dispositifs-là qui permettent, dans un premier temps, de sensibiliser, de dissuader, mais de réprimer. Au niveau de la formation des bases, nous avons parlé tantôt de ce que le ministère a mis en place pour prendre même en compte les illettrés. On a un programme national de formation qui a été adopté depuis 2019 et qui a une méthode, quand elle est appliquée, nous l'avons fait avec la participation de AQTR, l'Association québécoise des transports, c'est une association canadienne, qui avait les mêmes problèmes que nous en ce qui concerne donc les auto-écoles qui étaient mal équipées, en ce qui concerne les gens qui n'allaient pas correctement aux auto-écoles. Et donc, nous avons monté un programme national de formation dont la délivrance, quand elle est suivie correctement, doit déboucher vraiment sur la maîtrise et la connaissance du code. C'est en projet ou c'est effectif? C'est déjà effectif. Aujourd'hui, il est, je peux dire, partiellement mis en œuvre. Parce que sa mise en œuvre effective suppose que lorsque vous avez pris un cours théorique, vous allez faire la pratique. Et que vous revenez faire un cours théorique. C'est ce qu'on appelle la formation par alternance. Et ça permet d'acquérir de très bons réflexes quand on sort de l'auto-école. À côté de cela, il y a la formation continue et renforcement des capacités avec le CACR pour les conducteurs professionnels. Donc, une révision tous les 2 ans, c'est ce qui est prévu. Pour le moment, on ne l'applique pas tel que c'est prévu par le texte. Mais il y a beaucoup déjà qui ont fait cette formation en CACR avec l'accompagnement du Haut Conseil. Et à côté de ça, il y a les renforcements que nous faisons par entreprise, ce que nous appelons le renforcement pour la conduite préventive, voilà, qui n'est pas la même chose que le CACR, mais qui permet, quand on a suivi les cours correctement, d'avoir de très bons réflexes en matière de conduite. Voilà. Monsieur Bamba, est-ce que vous bénéficiez, dans le secteur de la livraison à 2-3 roues, est-ce que vous bénéficiez de formation? Oui, on bénéficie de formations parce qu'en tant que fêtière, nous avons des partenaires stratégiques aussi avec qui nous allons pour pouvoir nous trouver des modules de formation. Et aussi, pour ce volet de formation, nous, on veut rendre un peu les choses un peu plus professionnelles aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, avant de tout entrer dans le secteur de la livraison, il faudrait qu'il y ait une formation qualifiante obligatoire aujourd'hui pour le livreur. Combien de livreurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire? On a plus de 5000 livreurs, mais nous, au niveau de notre fêtière, nous sommes aux 2500 actuellement, que nous avons eu à identifier et tout. Sinon, au niveau national, nous sommes plus de 500. Et à la base, il n'y a pas un problème d'identification? Si, il y a toujours un problème d'identification, parce que le livreur aujourd'hui, quand tu pars vers lui pour se faire identifier, automatiquement, il pense à des trucs qu'il doit acheter forcément. Donc, ce qui pose un peu un problème à ce niveau-là. Mais avec l'objectif que nous avons, c'est-à-dire avec nos différents partenaires que nous avons eus à travers nos différentes démarches que nous avons effectuées, les différents membres aujourd'hui, les différents livreurs avec qui nous partons, peuvent bénéficier aussi à cette approche-là des privilèges que nos partenaires, avec les privilèges que nous avons avec nos partenaires. Donc, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir, un temps soit peu, former certains. Mais nous demandons encore plus, nous demandons encore plus l'aide de l'État pour pouvoir vraiment nous aider à pouvoir former
tous ces acteurs-là aujourd'hui. Parce que bientôt, nous lançons l'identification qui sera vraiment très important aujourd'hui. Parce que pour un secteur d'activité en pleine expansion, il faudrait que ces acteurs-là soient reconnus, soient connus, pour qu'on sache plus ou moins qui sont les acteurs réels de la livraison, qui sont les livreurs, qui sont les sociétés de livraison qui évoluent dans le secteur, pour qu'à la suite de là, parce que sans identification, nous ne pourrons pas former ces jeunes-là aujourd'hui. Donc, c'est à travers cette identification que nous allons commencer le programme de formation à ce niveau-là. Monsieur Diaby, en ce qui concerne donc le transport, et puis en ce qui concerne également le matériel, et puis la technologie, la digitalisation, comment vous avez vécu cette transition ? On l'a bien vécu, même si au départ il y avait des incompréhensions. Mais il faut dire qu'on l'a bien vécu, dans la mesure où le ministère des Transports, dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route, a mené un certain nombre d'enquêtes sur le terrain. Et ils se sont rendus compte que le facteur humain était beaucoup plus relevé donc dans les cas des accidents sur nos routes. Il fallait donc faire quelque chose. Le deuxième problème était lié à la qualité de nos routes, qui n'était pas bonne par le passé. Le troisième niveau était lié à l'incivisme au niveau même des clients, quelquefois, et aussi et surtout au niveau de la matérialisation de ces routes-là. Donc, en ce qui concerne le facteur humain, le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a pris des dispositions, notamment avec la vidéo-verbalisation, avec le permis à point, comme vient de le dire le directeur général, et avec un certain nombre de dispositions pour que nous puissions, au niveau de la conduite, être amenés, un temps soit peu, à respecter les dispositions réglementaires. Au départ, il y avait des incompréhensions au niveau du secteur, mais au fur et à mesure que le temps avance, quand on voit les résultats qui sont obtenus aujourd'hui sur le terrain, on se rend compte que ces outils-là ont positivement impacté, si vous voulez, la question de la lutte contre les accidents de la route. Je le disais tout à l'heure. Au niveau des autocars, nous avons mené une campagne lorsque la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique des Nations de football, pour que tout le long de cette période-là, nous n'ayons pas d'accident parce que le monde entier était en Côte d'Ivoire. Il fallait faire en sorte que nous les transportons dans nos taxis, dans nos cars, vraiment sans accident. Mais nous, on a reçu ce challenge-là. Pendant toute la période de la CAN en Côte d'Ivoire, je peux dire qu'on n'a pas eu de problème d'accident. Et ça a été vraiment une belle image pour notre pays. La deuxième chose, c'est au niveau des fêtes depuis 2023-2024 jusqu'à maintenant, au niveau des fêtes religieuses, que ce soit le Maoulid, le Tabaski, les fêtes de fin d'année, etc., on a de moins en moins de catastrophes sur nos routes. Ce qui veut dire que la question qui sont liées à l'utilisation de ces matériels, de la digitalisation sur nos routes, portent donc leurs fruits. Même si on a beaucoup de choses à dire là-dessus, notamment les questions liées à la verbalisation, les questions liées au paiement des infractions, les questions liées à beaucoup de choses qui sont à revoir, sur lesquelles nous avons beaucoup de choses à dire, mais en principe, nous pensons que ces outils-là ont impacté positivement l'activité du transport. Quand on sait aujourd'hui qu'un autocar, aujourd'hui, à lui seul dépasse la barre des 120 millions, et quand vous en avez 10, vous avez pour 1,2 milliard de dettes sur la tête. Alors si un dispositif vous permet, de protéger le matériel, 2, de préserver la vie des populations, mais nous ne pouvons dire que c'est une bonne chose. Encore une fois, même si nous avons des choses à dire là-dessus, mais je crois que là, se fait autour de la table au niveau de notre ministère. Monsieur Marius Komoué, alors, le permis à point, on y est. Eu égard à votre expérience et puis au comparatif que l'on pourrait faire, on a tardé pour y arriver? Oui, mais bien sûr. Mais toujours est-il qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et puis l'État de Côte d'Ivoire, étant soucieux de ses responsabilités, a jugé que c'était le moment de mettre en œuvre ce permis à point, eu égard à la floraison de véhicules, surtout dans le Grand Abidjan et dans certaines grandes métropoles du pays. Mais au-delà de cet aspect des choses, vous savez bien qu'avec la vidéo-verbalisation, ils l'ont dit, ça a permis aujourd'hui de réduire le nombre d'accidents. Et ça, c'est une avancée notable, parce que de plus en plus de conducteurs, y compris les conducteurs de Bakar, ce qu'on appelle les minibus, les minicars et tout ça, ils font beaucoup plus attention, même sur nos autoroutes. Bon, il y a aussi la multiplication justement des contrôles par les forces de police et de gendarmerie qui dissuadent un tant soit peu les conducteurs indélicats
qui violent allègrement et sans vergogne des dispositions de nos lois en matière de code de la route. Mais bon, vous parlez du permis à points. Quand vous savez que chaque fois que vous ferez une violation du code de la route, eh bien, on vous retirera des points. Lorsque vous faites un accident, on vous retirera des points. Eh bien, vous faites beaucoup plus attention parce qu'au final, le permis à points a pour objectif de retirer ou de suspendre à la longue à son auteur qui passe son temps à violer régulièrement et sans vergogne le code de la route. Donc le permis, le permis à points est une nécessité pour notre système de transport en Côte d'Ivoire. Et nous espérons que les règles d'ailleurs qui s'appliquent au code de la route verront l'État prendre des mesures pour augmenter certainement les amendes. Parce que je vous prends un cas. En Europe, pourquoi les gens ne violent pas le code de la route? Pourquoi les gens sont respectueux à n'importe quelle heure, même à un feu rouge? À un feu tricolore, ils garent à n'importe quelle heure. Ils ne prennent même pas le risque. Parce que vous ne verrez jamais de force de l'ordre dans les rues. C'est la vidéo-verbalisation. Donc, partout où vous vous trouvez, vous recevrez votre amende chez vous, au bureau, partout. Et donc, les gens sont soucieux de cet état de fait. Et puis, tenez-vous bien, les amendes sont des amendes très lourdes. Et en Côte d'Ivoire, pour 2000 francs par le passé, mais les gens se permettaient ou pouvaient se permettre de violer le code de la route en permanence, surtout quand ils ont en face d'eux, comme le disait tantôt une personnalité du monde des transports au cours d'un élément qui est passé, il y a des complicités internes et ces complicités-là doivent veiller à ce que de plus en plus, on ne vive pas ces choses-là parce que le fait de prendre 1000 francs, 500 avec des usagers qui violent le code de la route, eh bien, c'est encourager également, eh bien, pour ne pas dire c'est violer, sinon mettre en mal tout le travail abattu par l'État, toutes les initiatives entreprises pour réduire le nombre d'accidents, parce que vous prenez de l'argent, rien que pour satisfaire vos intérêts personnels, mais vous laissez partir un conducteur indélicat qui va engendrer un peu plus de vent, eh bien, d'autres morts et endeuiller des familles. D'accord. Alors, avec tout ce matériel déployé, vous avez des indices intéressant en ce qui concerne la chute, par exemple, des accidents, ou bien l'évolution vers un civisme relatif. Quel est l'état des lieux? Tout à fait. Ce que je voulais d'abord dire, c'est que pour le permis à points, le temps de mise en œuvre du permis à points, c'est vrai qu'il est inscrit dans notre réglementation depuis 2016, dans le nouveau code de la route depuis 2016. Mais il a fallu attendre l'avènement du système de transport intelligent, la vidéo-verbalisation, pour ne pas que ça connaisse des travers, voilà, pour ne pas que ce soit appliqué correctement. Et vous voyez aujourd'hui, toutes les infractions qui font l'objet des retraits de points sont des infractions vidéo verbalisées. Voilà. C'est fait à dessein et nous voyons que ça marche bien. Peut-être qu'on va étendre le nombre d'infractions qui sont vidéo verbalisées. Il y a beaucoup plus de... Alors, pour dire qu'il y a effectivement des indices qui nous font espérer en ce qui concerne, par exemple, les excès de vitesse. Vous savez que l'excès de vitesse est un facteur qui aggrave l'accident de la circulation. Quand vous marchez, vous roulez à 50 km et vous cognez un obstacle, ce n'est pas la même chose que quand vous roulez à 100 km. Donc, on a connu une baisse de la vitesse moyenne dans le Grand Abidjan qui est passée de 80 à 57 km/h. 80 km/h à 57 km/h. Vous voyez, c'est beaucoup quelque chose. Mais pour entrer dans les bonnes pratiques, 57 km/h, ce n'est pas ce qui est encore recommandé par l'OMS et les Nations Unies. Voilà, il faut donc revoir toute la réglementation qu'il y a autour pour que nous soyons dans les bonnes pratiques qui est de 50 km/h en agglomération avec des zones 30 quand on approche les points, les endroits où il y a des écoles, où il y a une forte fréquentation d'usagers. Donc, il y a ces dispositifs que nous allons faire pour renforcer ce qui existe et qui donne déjà beaucoup de satisfaction, pour ne parler que de la chute de la vitesse qui est passée de telle et du changement de comportement. Le port de la ceinture de sécurité aujourd'hui, c'est pratiquement courant de le constater, mais c'est l'une des infractions qui est la moins décelée parce que tout le monde porte la ceinture de sécurité. Il y a les distractions, notamment le téléphone au volant, qui fait partie aussi et qui, c'est vrai, ce qu'on appelle les distractions, quelquefois on se cache pour le faire.
Mais il faut éviter de le faire parce qu'on ne le fait pas pour le gendarme ou pour le policier. On le fait pour sa propre vie. Il faut prendre l'habitude de ne pas décrocher son téléphone, de ne pas émettre des SMS ou alors, quand c'est urgent, de se ranger sur le bas-côté, de téléphoner et puis après de reprendre sa route. Donc, il y a des indices comme ça qui nous font espérer que de 2026 à 2030, nous allons atteindre l'objectif de réduire encore considérablement le nombre de... J'ai une question spécifique en ce qui concerne les transports en commun, donc les VTC, hein, et puis la réglementation. Parce que par principe, lorsque l'on commande un véhicule, le chauffeur est au volant et puis il manipule son portable pour répondre à la commande et puis dire qu'il peut venir. Alors ça, c'est une infraction ou ça ne l'est pas? Dès l'instant où c'est autorisé que les véhicules de ce genre de véhicules circulent. Et aujourd'hui, circulent pour le grand bien des populations. Oui. Alors, passer la commande et recevoir la commande, on peut être en position arrêtée, pas en circulation. Et une fois qu'on a commencé à circuler, c'est vrai, on a la possibilité de se faire guider son itinéraire par vocal. Voilà, ça existe. Et quand on s'est trompé, je dis bien quand on s'est trompé et qu'on est obligé de recomposer, il faut s'égarer. Ça, c'est les consignes que je donne, c'est des conseils que je donne parce que aujourd'hui, le dispositif réglementaire que nous avons dit que tout moyen de communication est interdit lorsqu'on est au volant. Et ça, il faut le respecter. J'ai dit la dernière fois sur un de vos plateaux que c'est une disposition qui est prise depuis 2013. Nous ne connaissions pas encore la nécessité de revoir. Mais j'ai dit, en revoyant, il faut bien sûr ajouter des conditions particulières pour que les conducteurs de VTC, par exemple, puissent avoir des formations complémentaires, notamment le CACR, on en a parlé, qui va leur donner un peu plus de sens et de bonne conscience dans la pratique de la conduite automobile. Donc, il y a possibilité, j'ai dit, et comme tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si j'ai dit qu'on était preneur, nous avons la possibilité de faire une proposition au regard de l'évolution de la société, au regard de ce qui se fait, mais au regard aussi de la prise de conscience collective qui amène donc à faire des aménagements de ce type. Donc, nous pensons, avec les livreurs, voilà, avec les VTC, que cette prise de conscience va être effective pour que l'État puisse faire des aménagements pour leur permettre d'exercer leurs activités. D'accord. Alors, à ce stade de nos échanges, j'aimerais bien faire un tour de table et vous poser la question suivante. Vous êtes pour la sanction ou pour la prévention? Pour que les choses avancent de manière objective? Sanction, prévention en même temps. Ah, développer. En même temps, les deux en même temps. Bon, la sanction, parce que après la sensibilisation, il y a d'autres quand même qui... peut-être vous ne voyez pas ça comme ça et ils commettent encore toutes ces infractions-là. Donc, la sanction à ce niveau-là. Maintenant, la prévention, c'est pour prévenir peut-être ceux qui vont y entrer dans ce secteur-là, de voir comment s'organiser pour pouvoir travailler dans ce secteur-là aujourd'hui. Donc, prévenir par rapport à ça et sanctionner pour ceux qui sont comme des brebis galeuses, je l'ai dit. D'accord. Monsieur Diaby, vous partagez son point de vue? Oui, alors nous, si vous voulez, en ce qui concerne la prévention, nous disons que beaucoup d'actions entrent en ligne de compte. Lorsque vous construisez des aires d'embarquement et de débarquement, vous êtes dans la prévention. Lorsque vous mettez en puissance la politique de renouvellement du parc automobile, vous êtes dans la prévention. Lorsque vous travaillez pour un district comme Abidjan, à avoir un répertoire des lignes de transport pour qu'on évite le cafouillage que nous avons en ce moment, vous êtes dans la prévention. Lorsque vous mettez un accent sur la formation des conducteurs et un accent sur la formation des transporteurs chefs d'entreprise, vous êtes dans la prévention. La prévention n'est pas seulement pour nous quelque chose de décrété ou de dit, mais la prévention pour nous, ce sont des faits. Et ces faits, aujourd'hui, manquent vraiment de façon considérable dans notre secteur d'activité. C'est pour cela qu'avec le ministre des Transports, du moins le ministère des Transports, nous avons travaillé pour mettre un accent sur la formation qui réussit aujourd'hui. Depuis 2020, nous avons formé au niveau des conducteurs de poids lourds près de 5000 acteurs, dans 1500 donc, conducteurs et 1500 chefs d'entreprise et 3000 conducteurs routiers. Au niveau du projet de mobilité urbaine d'Abidjan actuellement, nous sommes en train de former, en collaboration avec l'OSER,
sous la coupe du ministère des Transports, près de 6 000 acteurs du secteur du transport, chauffeurs et transporteurs confondus. Ça, c'est la prévention, madame. Ce package-là, tant qu'il n'est pas pris en compte dans son ensemble, nous ne serons pas dans la prévention. Et je vais vous dire quelque chose. Oui. L'impact aujourd'hui de tout ce qui est pris comme mesure, la vidéo-verbalisation, le permis à point, etc., etc., pour leur réussite complète, nous devons les faire accompagner par ces dispositifs dont je viens de vous parler. En ce moment-là, nous aurons réglé le problème de bout en bout. Parce que si on règle le problème de façon partielle, on va continuer toujours de décrier des comportements qui ne sont pas acceptés, alors que nous avons sur le terrain, le dispositif ne permet pas véritablement d'avoir, en ce qui nous concerne, un système de travail professionnel. Vous avez bien développé ça dans la dernière partie. Donc pour vous, c'est exclusivement la prévention. Parce que là, vous avez bien expliqué, voilà. Pour vous, la sanction, non, dès l'instant où la prévention est bonne, la sanction va diminuer de facto. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi un terme, aujourd'hui, on met beaucoup plus en avant la sanction. On sanctionne aujourd'hui, quand tu fais, il faut te sanctionner. Quand tu fais, il faut te sanctionner. Alors, nous disons, sanction d'accord, mais il y a des choses qui manquent au système. Et ces choses-là, il faut les rattraper rapidement. Et c'est ce que je vais voir en détail dans la dernière partie. Monsieur Komwe, à ce stade, vous êtes pour les deux? Pas vraiment. Dans la mesure, pour nous, comme ils l'ont dit, les sanctions sont déjà éditées par nos textes. Voilà, donc on ne devrait même plus épiloguer sur la question de la sanction, mais c'est plutôt sur la question donc, de l'éducation, de la sensibilisation. Ça, l'État le fait à travers le ministère. Vous savez, nous suivons véritablement l'actualité. Et ce qui est vrai et ce qui est bon, il faut le souligner. Et quand l'État fait un travail aussi important, comme par exemple entretenir nos routes, nous avons des routes aujourd'hui très bien conçues, contrairement à il y a quelques années. Et donc, c'est des routes qui sont assez praticables. Vous prenez d'Abidjan jusqu'à, j'allais dire même presque au nord. Eh bien, aujourd'hui, ça fait plaisir de circuler sur ces voies. Vous prenez d'Abidjan, ne serait-ce que jusqu'à Boaké, mais c'est toute une autoroute. Et donc, c'est d'efforts, énormes d'efforts, j'allais dire colossaux, que l'État engage avec des milliers, pour ne pas dire des centaines, des milliers de milliards, pour permettre à ce que les Ivoiriens aient une infrastructure, où le pays soit doté d'infrastructures dignes de ce nom. Alors, il faut bien qu'au moment où tous ces efforts sont accomplis, eh bien, l'usager qui utilise ces routes à travers nos transporteurs veille donc non seulement à ne pas dégrader ces routes, il faut respecter le poids exigé pour les camions. Et il ne faut pas dépasser les poids et je pense que l'État à ce niveau-là y veille. Et donc quand vous avez une structure comme le Fonds d'entretien routier qui fait un travail aussi important, il faut bien qu'on sente les résultats. Parce que cela nous a permis aujourd'hui, contrairement au passé, de réduire le nombre d'accidents. D'accord. Voilà. Alors, j'ai vraiment voulu avoir votre point de vue avant cette dernière partie. Cette dernière partie, donc, nous avons un micro-trottoir. Le micro a été baladé ça et là par le reporter Asiaka Akone, histoire de savoir quelles sont les propositions pour les recommandations des usagers pour renforcer la sécurité routière. Et à partir de là, les grands conseils, les plaidoyers, s'il y a lieu d'être. On se retrouve juste après. L'État doit prendre des mesures pour que le code de la route soit respecté. Et il y a le système de caméra de vidéo-verbalisation, mais qui n'est pas suffisant aussi. Parce qu'il faut que les sanctions puissent être appliquées. Et aussi que la sensibilisation se fasse en masse. Et au niveau du permis de conduire aussi, je pense qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là. Voilà. Par rapport au retrait des points, il faut que ce soit beaucoup plus accentué. Et aussi, pendant le passage du permis de conduire, il faut que l'accent soit mis sur la formation. Je propose que les policiers prennent réellement leur travail au sérieux, qu'ils arrêtent ceux qui doivent être arrêtés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les règles au niveau des véhicules. Bien sûr, mais c'est pour cela que j'ai parlé de discipline. Parce que les gens, ils regardent les caméras, mais ça ne leur dit rien. Il faut même faire une formation, une sensibilisation pour tous ces chauffeurs-là. Il y a plein même qui n'ont même pas de permis. Mais la seule mesure qui me vient, c'est vraiment d'intensifier le contrôle. Voilà. Si on peut renflouer le nombre de policiers qu'on a sur la route, ça joue en même temps sur la sécurité en général et puis ça dissuade vraiment de la mauvaise conduite. Doter les corps habillés
d'appareils qui permettent de mesurer le taux d'alcool dans le sang, ça par exemple, ça peut contribuer à dissuader davantage les automobilistes. Voilà. Il faut arriver qu'on commence la route. C'est-à-dire que ceux qui doivent faire ce qu'il y a à faire là, il faut faire cela pour qu'on ne vienne pas nous présenter des engins déjà dépassés, on se met à jour, les chauffeurs évitent de boire, je ne sais pas, tout ça, on est dans le rationnel là. Mais je parle souvent des accidents qui arrivent, mais qu'on ne comprend pas bien ce que s'est passé. Là, ça relève du spirituel. Mais en ce qui concerne le rationnel, il faut prendre les précautions qu'il faut. Il faut prendre les décisions qu'il faut depuis là-haut. Parler dans le spirituel, c'est simple. C'est celui qui conduit, se confie en Dieu avant de sortir. Voilà un peu ce que pensent les Ivoiriens. Je commence par vous, monsieur. C'est un très bel élément qui résume en fait tout ce qu'il faut pour que nous atteignions notre objectif de sécurité sur nos routes. À commencer par la formation, ils en ont parlé, la qualité des infrastructures, la qualité du matériel et puis l'état du conducteur, parce qu'il faut éviter d'être dans un état second. On ne conduit pas quand on a bu de l'alcool ou quand on s'est mis... Enfin, voilà. Donc, il y a des comportements qui nous sont dictés là. Mais je dis, ce que nous voyons, qui va demain nous permettre d'être un pays à haut niveau de sécurité routière, c'est la formation de la petite enfance. À commencer par le primaire, la maternelle, le primaire, le secondaire. Nous sommes en train à Lozère, avec donc toutes les parties prenantes, le ministère de l'Éducation nationale et toutes les parties prenantes, en train d'élaborer un programme d'éducation routière en milieu scolaire. Et c'est ça demain qui va former des citoyens, qui vont avoir en eux le réflexe de la sécurité routière. L'incivisme que nous décrions aujourd'hui, c'est le fait de n'avoir pas eu cette culture de la sécurité routière. On peut ne pas avoir le permis de conduire, mais lorsque, au bas âge... Sécurité routière en tant que piéton. En tant que piéton, en tant dans la que petite enfance. En tant qu'usager. En tant qu'usager. C'est-à-dire la petite enfance, quand vous allez à l'école, on vous apprend déjà les b.a.-ba de ce que c'est. C'est pas des petits trucs. Nous sommes en train de monter le programme qu'on va divulguer. Aujourd'hui, là, c'est ça qui va nous permettre demain d'avoir un pays comme un peu la Suède. La Suède, c'est le modèle en matière de sécurité routière. Vous avez là-bas l'année où il peut y avoir tellement 2 tués ou 3 tués. C'est performant. Dieu merci, nous sommes aujourd'hui en partenariat avec une structure suédoise, Scania, qui nous a d'ailleurs offert un quart de 60 places, qui va nous permettre d'augmenter notre capacité de formation au CACR, puisqu'avant, ce qu'on avait, c'était des véhicules poids lourds. Oui. Aujourd'hui, nous avons un quart de 60 places qui permet donc de mieux former à l'obtention du CACR les conducteurs de ce type de véhicules. Alors, pour dire que c'est important qu'on commence par là. Évidemment, tout ce qui a été dit dans l'élément, il y a un élément que je relève dans l'élément, c'est lorsque les intervenants ont parlé des contrôles insuffisants sur les routes. Est-ce que ce sont des propos justifiés? Bon, alors, les contrôles insuffisants, vous avez tout à l'heure, j'ai rebondi sur la question prévention ou sanction. Moi, je disais, je privilégie la prévention, parce que la sanction, ça vient toujours après une infraction, et cette infraction peut être cause d'accident. Donc, la sanction, ça vient toujours après qu'on ait commis la faute. Donc, nous, on privilégie la prévention, formation, sensibilisation. Voilà, un grand chapitre. Donc, la présence des forces de l'ordre suppose qu'on va détecter des contrevenants qu'on va sanctionner. Mais moi, je propose qu'il n'y ait pas du tout de contrevenants, au tel point que je serais heureux que demain, la vidéo-verbalisation détecte 0 infraction sur la route. Ça, c'est un souhait, c'est vrai, c'est un idéal, c'est difficile à atteindre, mais c'est ça notre objectif. Et donc, la présence des forces de l'ordre, qu'elle soit juste dissuasive et que tout le monde se comporte bien, de sorte à ne pas être pris. Un jour, j'étais sur le plateau, quelqu'un me demandait, mais on a l'impression que le policier, dans la circulation, il est en train de nous... à la limite même, il nous guette pour voir si nous ne sommes pas en train de téléphoner. J'ai dit oui, mais il a raison de vous guetter parce qu'il ne veut pas justement que vous téléphonez. Alors évitez de téléphoner et vous ne serez jamais pris parce que le policier vous guette. Donc la présence, c'est bon, mais que cela soit juste dissuasif et que le comportement change pour ne pas que ces agents-là aient à donner des contrats. Avant de donner la parole à M. Bamba, dites-nous, on a parlé du permis à points. Ouais. Donc le principe, c'est bien de retirer des points, jusqu'à ce que malheureusement, la personne qui a le permis pourrait se voir retirer définitivement le permis. C'est cela le projet? C'est ça. C'est ça le projet, mais non, pas le projet, c'est pas ça le projet. Le principe de fonctionnement, c'est ça. Le projet, c'est de faire en sorte que les gens soient plus attentifs.
qu'ils n'aient pas à perdre justement leur permis. C'est ça le projet. Maintenant, quand vous êtes insouciant, après qu'on vous ait notifié, après qu'on vous ait interpellé, et que vous continuez, mais évidemment, votre permis vous échappe. Vous avez un solde nul, on vous le retire et vous le perdez pour au moins 2 ans avant de prétendre à un nouveau permis. Et ça, c'est effectif, c'est pas encore effectif. Ah, mais parce que là, aujourd'hui, nous sommes en train de gérer des cas. Vous savez qu'en fin d'année, Monsieur le ministre a pris un arrêté pour que tous ceux qui se trouvaient dans ce cas, puisque nous-mêmes, on avait le dispositif qui n'était pas encore bien huilé, puissent récupérer des points pour ne pas avoir le solde nul. Et les personnes du 3e âge au volant? Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de contrôle régulier qui pourrait vérifier leur capacité à toujours conduire? Parce que le permis s'avère être permanent. Oui, aujourd'hui, non, il n'est pas permanent. Parce que le dispositif réglementaire prévoit que le permis A et B, qui était permanent auparavant, soit renouvelé tous les 10 ans. Voilà, avec donc un contrôle médical pour voir l'aptitude médicale du détenteur. Et ça se trouve dans les dispositifs. Et donc après, pour ceux qui ont des catégories professionnelles... Ça, c'est effectif. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans les dispositifs. Oui. Il y a l'effectivité et il y a le côté où c'est en cours d'application. Qu'est-ce qu'il en est? Ah non, là, c'est effectif. D'accord. C'est effectif parce que pour ce type de permis-là, avant, on ne faisait pas de visites médicales, même au départ, mais aujourd'hui, ça se fait. Voilà, quand vous allez pour prétendre à l'obtention du permis A ou du permis B, vous suffisez d'avoir une visite médicale pour connaître votre état. D'accord. Monsieur Bamba, que vous inspire le micro-trottoir que nous avons Bon, moi, j'ai des recommandations dessus. J'ai 2 recommandations. On fera un dernier tout le temps pour vos recommandations, mais déjà réagir à ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le constat est fait. Voilà, nous constatons un peu tout ce qui se passe. Voilà, et je me dis que, comme l'a dit monsieur le directeur, la sensibilisation à ce niveau est vraiment très important pour vraiment tous ces acteurs-là, du secteur du transport surtout, parce que ce n'est pas forcément la livraison, mais dans le secteur du transport en entier. Donc la sensibilisation est vraiment très importante. Et nous, avec le ministère, avec monsieur le directeur, nous allons continuer nos actions que nous avons eu à mener l'année passée et encore les doubler cette année encore pour pouvoir avoir peut-être un secteur de transport très sain cette année. D'accord. Voilà. Monsieur Diaby? Oui, merci. Alors, en ce qui nous concerne, nous continuons de mettre l'accent sur la question de la prévention. Parce que lorsqu'on prévient, on évite les accidents. Malheureusement, lorsqu'on ne prévient pas et qu'on va directement à la sanction, on ne règle pas le problème. Donc, pour moi, la question de la prévention est très importante. Aujourd'hui, le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire est devenu un secteur très important. C'est pour cela que lorsque l'usager a rempli les dispositions réglementaires en la matière, il a droit à une protection de son environnement, de son exploitation. Et surtout, l'État doit avoir le souci de la rentabilité de ce dernier pour préserver la vie des populations qui sont transportées. C'est pour cela que nous disons que le manque de ces... Et je reviens là-dessus. Le manque des infrastructures est un problème. Madame, jusqu'à aujourd'hui, Abidjan n'a pas de gare routière internationale. C'est inexplicable. Nous voulons que vraiment les hautes autorités se saisissent de ce dossier pour que enfin Abidjan puisse avoir, à l'instar de l'aéroport qui existe, du port qui existe, et qu'au niveau de la route, nous puissions avoir un cadre de travail adéquat. La sécurité part de là-bas. À l'intérieur du pays, il faut que cela soit fait. C'est aussi prévenir les accidents de la circulation. Travailler pour que ceux qui ont droit travaillent et que ceux qui n'ont pas droit se retirent. Protéger les investissements. Et c'est extrêmement important. Je vous dis, tant qu'on va travailler et que tout le monde est sur la route, tout le monde est transporteur, tout le monde, je me lève le matin, je vais à une gare, je m'en vais au bureau, je prends 5 personnes, j'encaisse l'argent et je vais déverser. Au retour pour rentrer à la maison, je prends 10 personnes, je vais à la maison, alors que je n'ai rien à voir avec le transport, on tue complètement la profession. Et ça emmène, si vous voulez, les professionnels à faire ce qu'il ne faut pas faire. Vous parlez du covoiturage ? Voilà. Le covoiturage encore, c'est bon. Mais quand on va se mettre sur une ligne de transport pour faire comme le transporteur, ça, ce n'est plus du covoiturage. Ça, on fait pour avoir de l'argent. Lorsque vous faites le covoiturage, vous n'encaissez pas le transport. Peut-être que vous partagez entre vous, peut-être les petits frais, etc. Mais lorsqu'on va se mettre sur une ligne de transport et qu'on a les mêmes tarifs que le transporteur,
On ne fait plus de covoiturage, on fait le transport public pour lequel on n'est pas habilité. Et c'est cette protection-là dont ce secteur-là a besoin aujourd'hui. Les transporteurs aujourd'hui sont conscients du fait que seule la professionnalisation peut les amener à s'en sortir. Et vous voyez aujourd'hui au niveau des autocars, c'est une fierté, non seulement pour le pays, mais pour la sous-région, les autocars en Côte d'Ivoire. Mais quelle solution vous proposez pour ce qui concerne justement ce qu'on appelle communément les BACA, par exemple? C'est-à-dire que c'est de faire en sorte que le décret qui a été pris dans le cadre du renouvellement du parc, et ce décret qui prévoit une mise en puissance du renouvellement du parc pour que on ait de plus en plus sur les routes des véhicules qui répondent aux normes techniques et environnementales, que ce décret-là soit mis vraiment en œuvre dans toute sa rigueur. Permettre au ministère des Transports d'avoir les moyens nécessaires, les moyens humains, les moyens financiers de faciliter l'accès au crédit automobile. Madame, je vous le dis, on a des dizaines de milliers de BACA, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, qui pour la plupart ne sont pas adaptés aujourd'hui au transport. On a des taxis aujourd'hui qui ne sont plus adaptés au transport. Mais ces exploitants-là, ce n'est pas de plein gré qu'ils acceptent cette façon de travailler. Donc il faut véritablement accompagner une action gouvernementale. Et ça, nous attendons ça vraiment de ce quinquennat du président de la République pour qu'une grosse action soit prise pour permettre aux acteurs véritablement de pouvoir renouveler leur pacte, pour qu'à l'instar des autocars qui font déjà bien pour la Côte d'Ivoire, nous puissions avoir au niveau des véhicules utilitaires un système de transport qui réponde aux normes environnementales et mécaniques à côté du BRT qui arrive et du train urbain qui arrive. Très bien. Monsieur Komwe, à ce stade, tour de table. À ce stade, on les a bien entendus. Les usagers ont exprimé leur point de vue. Ils ont été en conformité avec ce que nous avons dit, en évoquant la question donc, de la rigueur de l'application des dispositions légales qui régissent le code de la route. Et on ne peut pas, il faut le dire de façon claire et distincte, on voit bien aujourd'hui sur nos routes une multiplication du contrôle. Oui. Donc c'est déjà quelque chose que l'État s'est mis en œuvre de le faire. L'OSER est présente régulièrement, est présente comme entité, comme structure étatique pour assurer justement cette disposition de nos lois, c'est-à-dire contrôler tous les véhicules, tous les automobilistes indélicats qui violent régulièrement le code de la route. Et au-delà, il y a aussi cette structure privée à laquelle l'État a concédé un pan essentiel de l'activité de contrôle de la circulation sur nos routes, avec la vidéo-verbalisation qui fait du très bon travail et a permis aussi la réduction donc, du nombre d'accidents. Mais au-delà aussi de ça, le directeur général Diaby l'a dit, il faut donc parler aujourd'hui d'infrastructure. C'est vrai que l'État a beaucoup soutenu le secteur du transport et même les acteurs du transport dès la prise du pouvoir du président de la République. Et durant tous ses mandats, il a fait beaucoup pour le secteur du transport et ça, nous le saluons. Mais il est plus que urgent d'accompagner le processus en permettant à la Côte d'Ivoire de disposer d'infrastructures routières dignes de ce nom. C'est vrai que cela est fait. Je vous l'ai dit tantôt avec le fonds d'entretien routier, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste également à faire. Pour nous, usagers des routes, nous ne voulons plus voir nos familles être endeuillées. Nous ne voulons plus voir nos pères, nos mères périr sur nos routes. Pour ce faire, il est tout à fait indiqué que le permis de conduire devrait être attribué dans sa grande rigueur au niveau des structures de l'État en charge de le faire, parce que n'oubliez pas que hier, on permettait aux inspecteurs du ministère du Commerce de vérifier, du ministère des Transports d'assurer donc le contrôle lors des visites pour le code et pour la conduite, et on les a tellement critiqués que l'État a jugé nécessaire de conférer ce pan essentiel de l'activité du passage du code de la route et de la conduite à des forces de l'ordre et plus particulièrement à des gendarmes. Il faut bien qu'ils fassent leur travail. Il faut nécessairement qu'ils fassent leur travail et cela nous interpelle à plus d'un titre, parce que si c'est pour faire les mêmes choses que faisaient les inspecteurs, eh bien ils n'ont plus leur place dans le système. Voilà qui est clair. Merci à vous. Monsieur Bamba, pour conclure. OK. Donc, merci d'abord pour cette invitation. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi de partager ce plateau avec d'imminentes personnalités.
Voilà. Et pour terminer, j'avais deux recommandations pour notre secteur d'activité, parce qu'aujourd'hui, notre secteur d'activité est monté du doigt. Et pour ce fait-là, en tant que fêtière nationale, nous recommandons à ce que cette année, il y ait une identification obligatoire. J'explique l'identification obligatoire, ce qui permettra aujourd'hui... Oui, elle est un peu plus vite. OK, ce qui permettra aujourd'hui de pouvoir identifier tous ces acteurs qui évoluent dans le secteur, qui permettra aujourd'hui de pouvoir les former. Et cette formation servira aujourd'hui à lutter contre l'incivisme et contre l'insécurité routière aujourd'hui dans notre secteur d'activité. Ce qui va faire aujourd'hui qu'il y aura une réduction du taux de mortalité dans notre rang cette année. Et nous promettons, avec le DG ici, promettons que cette année, nous allons lutter pour que le taux de mortalité dans nos rangs baisse. D'accord. Je vous remercie. Monsieur le directeur de Lozère, vos derniers mots. Merci madame. Je voudrais quand même remercier les co-débatteurs ici présents et l'ensemble des auditeurs. Et puis saluer l'adhésion que nous avons sentie, l'adhésion populaire à travers l'élément que je salue très bien. On a senti cette adhésion et ça fait partie de nos, nos slogans. Adhésion de tous, tous concernés, tous responsables vis-à-vis de la sécurité routière. Ce que nous avons senti, qui nous encourage donc à continuer dans la voie. Il y en a même qui ont parlé de l'extension de la vidéo-verbalisation, du renforcement des sanctions. Voilà. Et ça, je pense que nous sommes en phase avec la population et nous allons continuer. Nous sommes en période de fête, nous sommes en période de Cannes. C'est des moments de joie et d'euphorie. Et donc, il faut beaucoup se contrôler parce que c'est dans l'euphorie qu'on fait des excès de vitesse, qu'on fait des excès à tout niveau. Il faut beaucoup se contrôler. Lorsque la Côte d'Ivoire va gagner les différents matchs, il faut rester serein pour rester en vie, pour qu'ensemble on puisse fêter la victoire finale. Très bien. Voilà un peu, appel donc à la sécurité routière. Je vous remercie. Nous mettons un point à cette émission pour aujourd'hui. Monsieur Etienne Kouakou, directeur de l'Office de sécurité routière Lozère, merci d'être venu. Monsieur Ousmane Bamba, président de la Fédération des acteurs de la livraison de Côte d'Ivoire, merci à vous. Monsieur Ibrahim Diaby, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, merci à vous. Et monsieur Marius Komoué, président du CNOXI, Conseil national des organisations du consommateur. Messieurs, infiniment merci de nous avoir suivis. La sécurité routière est une responsabilité collective. Nous l'avons bien dit sur ce plateau-là. Changer les comportements, renforcer les infrastructures, nous en avons parlé. La formation également, c'est déterminant et respecter les règles essentielles. Voilà, sur les routes, chaque geste compte. Nous en avons tous conscience et nous devrions tous en avoir conscience. Infiniment merci de nous avoir suivis et puis bonne et heureuse nouvelle année dans la prudence sur les routes. Madame, monsieur, bonsoir.